Ok, donc là, on va aller rejoindre les copains pour notre rituel. Est-ce que vous êtes prêts pour le rituel ou pas? Oui, bien sûr. Pour l'explication, c'est simple, on va chacun dire notre petite histoire d'horreur. Et on va allumer après une petite bougie qu'on va mettre sur le pentagramme. Voilà, le rituel est assez simple. Hein. Melvin, C'est moi. peux-tu s'il te plaît te présenter? Bah du coup je me présente, je m'appelle Melvin et je suis ami avec cette personne là-bas qui est exceptionnelle, enfin toutes ces personnes ici, mais et j'ai trop hâte de faire des trucs qui feront peur ce soir. Et pour faire ma petite promo, bah sûrement vers mars sur Saint-Martin-d'Air, il y aura Saint-Martin-d'Air, Grenoble, tout ça, il y aura le festival Pièces Montées, c'est du théâtre étudiant, c'est sympa. Bah moi c'est Camille et je stream le lundi, mercredi et samedi sur Twitch et on peut me retrouver sur Game Situation. Voilà. Coucou, bah moi c'est Justine, comme vous pouvez remarquer j'ai un peu la voix cassée, donc on va dire que ça rajoute un petit charme pour l'histoire. Et en promo, qu'est-ce que je peux dire? Je vais essayer de me remettre à fond sur mon compte TikTok. Voilà, donc mon compte c'est Juginette, je fais principalement de la danse, donc n'hésitez pas. C'est Mathieu, Mathieu avec 2 T et un H. Alors personnellement j'ai juste un truc, en ce moment je recherche un stage, même pour plus tard, parce que du coup j'ai 3 stages à faire dans l'année. Donc 3 semaines dans le domaine du sport, plus multi-activité, sport enfance, découverte de sport, tout ça. Donc voilà, je recherche activement, je suis hyper motivé, hyper passionné, j'adore le sport. Donc prenez-moi. Et pour un stage on peut te contacter où? Contactez-moi. Oh là, j'ai mon numéro. Contactez-moi. Peut-être pas le numéro, l'adresse mail. Oui. C'est Mathieu, avec 2 T et un H, .pavangeau, P-A-V-A-G-E-A-U, 5 comme le numéro, @gmail.com. Alors moi, de toute façon moi je suis connu sur cette chaîne, on est toujours ensemble. Dinvel Cinéma, une vidéo par semaine quand je suis pas malade. J'ai sorti une vidéo qui était entre guillemets une sorte de partie 1 hier. Voilà, allez vous abonner de partout. Et abonnez aussi vous à sa chaîne à elle. Alors moi je m'appelle Léa, j'ai 21 ans et je recherche un homme en ce moment. Non plus sérieusement, j'ai pas d'actu à faire parce que Famille fade. Première histoire d'horreur. Première histoire d'horreur de ma vie. Voilà quoi, je vais peut-être me mettre au stream. Oui, bien sûr. Moi je stream sur Twitch et puis on verra. Ouais, je sais pas, ouais. je sais rien. Parlez dans les commentaires. Si je la motive, allez. Alors moi je m'appelle Bastien, voilà, j'ai 21 ans, j'ai respectivement connu Dylan 9 ans avant la naissance de son père et Manon 9 ans avant sa propre naissance à elle. Moi si je peux vous donner un conseil, c'est d'aller voir la chaîne de XBastXP qui est déjà extrêmement connue pour le coup, qui fait du contenu assez récurrent, régulier et qui est quand même vachement cool. Il y a du Minecraft, il y a du Minecraft aussi. Parfois il y a des Fireblast sur Minecraft, je sais pas si vous connaissez, et ouais, sinon globalement, des fois il y a du Akinator aussi. Il y a un truc assez récent qui est sorti avec les IA, là, je sais pas si vous avez entendu parler. Voilà. Bon visage. Mon histoire s'appelle Les Cloches de Fer. C'était un vendredi soir. Pas un vendredi soir comme les autres. La pluie tombait en fine aiguille froide, rendant la terre lourde et collant sous les chaussures. 5 adolescents du village de Montval, Léa, Hugo, Maxime, Camille et Théo, s'étaient donné rendez-vous devant la vieille route forestière, celle qui mène tout droit vers la forêt noire. L'endroit avait toujours été entouré de légendes. On racontait qu'autrefois, une femme vivait seule dans ces bois, une sculpteuse, disait-on. Elle aurait perdu son mari et son enfant dans un incendie et depuis, elle reconstruisait des familles avec ce qu'elle trouvait, ou plutôt avec qui elle trouvait. Mais pour ces ados, ce n'était que des histoires. Ils voulaient des frissons, filmer des vidéos, se prouver qu'ils n'avaient pas peur. Ils partirent à 21h, lampe frontale sur le front, le sac à dos, en rigolant. Au début, c'était juste une balade dans les bois. La pluie s'était arrêtée, laissant une brume serpenter entre les troncs. Le sentiment n'était plus qu'un ruban boueux, luisant sous les lampes. Puis peu à peu, le vent se leva. Et c'est à ce moment-là que le son résonna pour la première fois.
Un tintement léger, comme une petite clochette d'enfant. T'as entendu? Murmura Léa. C'est le vent. Ou un grelot sur une branche, répondit Maxime nerveux. Mais ce bruit semblait bouger, comme s'il les suivait à distance. Le sentier devenait plus étroit. Les troncs se recentraient comme une mâchoire. Et plus ils avançaient, plus les lampes frontales semblaient perdre en puissance. Un à un, les rires s'étaient tus. Seul restait le bruit de leurs pas et des clochettes. Puis ils les virent, un sac en toile beige, gonflé, couvert de boue, posé au milieu du chantier, comme oublié là. « Maxime, touche pas à ça !» souffla Théo. Mais Maxime s'approche et donna un coup de pied dedans. Le sac bougea, comme si quelque chose respirait dedans. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, un nouveau tintement ressentit, comme si des dizaines de clochettes les entouraient, maintenant dans le noir. On fait demi-tour, trancha Hugo. Mais en se retournant, ils se rendirent compte que le sentier derrière eux n'était plus là. Juste une masse noire, d'arbres, aucun repère. La forêt s'était refermée. Léa commença à paniquer. Elle regarda autour d'elle et distingua, à travers la brume, une silhouette immobile, une femme, le visage recouvert d'un masque de porcelaine fêlée, comme une poupée brisée. Autour de son cou pendait une dizaine de petites cloches de fer. Elle tenait dans ses mains un long tuyau métallique, rouillé et tordu. « Elle bouge pas !» hurla Camille. Mais quand Hugo baissa les yeux pour attraper la main de Théo, Théo n'était plus là. À sa place, un sac, identique à celui trouvé plus tôt. Et à l'intérieur, ça gémissait. Les lampes clignotaient. Puis tout s'éteigna d'un coup. Une clochette tinta, tout près de l'oreille de Maxime. Un souffle lui parcourut la nuque. Puis un cri étouffé. Hugo avait disparu à son tour. Léa et Camille coururent à travers les arbres, sans savoir où elles allaient. Elles trébuchèrent sur une structure en bois au sol. Une trappe à moitié cachée sous les feuilles mortes. Une odeur métallique et âcre s'en emparait. Le genre d'odeur que l'on n'oublie pas. À l'intérieur, une cave. Et dans cette cave, des sculptures. Pas des sculptures en bois, non. Des sculptures de corps humains, figés, la bouche cousue. Des dizaines, des adolescents, des adultes, tous maintenant debout par des longues tiges en fer enfoncées dans leurs membres. Jambes, bras, thorax. La rouille avait fusionné avec leur chair. Certains avaient encore les yeux ouverts. Dans le fond, une femme au masque de porcelaine chantonnait doucement une comptine sans parole. Elle approchait la barre en métal, chauffée à blanc, d'un nouveau modèle, Maxime. Il était vivant, ligoté, tremblant, et elle transperça lentement le mollet, puis le bras, puis l'épaule, le fixant debout dans une position grotesque. Il hurla. Ses hurlements résonnaient dans toute la pièce. Camille voulut hurler, mais une main se posa sur sa bouche. Léa sentit les clochettes teinter à quelques centimètres de son oreille. La femme se retourna lentement. Chaque pas faisait sonner les cloches autour de son cou. Léa ferma les yeux. Quand les secours arrivèrent le lendemain, ils ne retrouvèrent rien. Pas de cave, pas de cabane, juste 5 paires de chaussures alignées, posées au bord du chemin forestier. Et suspendue à une branche basse, une barre de métal rouillé, avec une clochette attachée au bout. On raconte que certaines nuits, si on s'aventure dans la forêt noire, on peut encore entendre les clochettes et parfois en faibles gémissements métalliques, comme si quelqu'un essayait encore de bouger. Longtemps à plonger dedans parce que dans la forêt on comprend pas trop. Et à partir du moment où il y a tout qui se révèle dans la cave là, avec les gens qui se font planter, les barres chauffées à blanc. Chauffé à blanc et toi tu rentres dans le mollet, tu rentres dans les bras. En fait, elle a perdu toute sa famille et elle voulait refaire une famille avec des gens quoi. Histoire vraie. Oui. Comment on prouve tout ça? Parce que, à part les clochettes et les chaussures. Oui, ça a été retrouvé ou. Enfin, Mathieu, il a dit pour lui, c'est une histoire vraie. Oui. Ah. Mais que c'était Il y a, en fait, il y a rien qui est prouvé quoi. Ah. Oui, t'aimerais y croire. Ouais, j'aimerais y croire. Parce que c'est un peu macabre. Ouais. Ça pourrait être vrai. Non, parce que Ça pourrait être vrai. Mais en gros, c'est un peu des sortes de légendes sur la forêt quoi. Oui. Mais bon, ça reste quand même assez creepy. Hein. Enfin, c'est Ah très oui, dérangeant bah... surtout. Le fait de les imaginer vivants, se faire planter leur truc là. Et la bouche cousue aussi. Après, il a cherché aussi. Aussi, les yeux qui bougent, ça c'est horrible. Ouais, t'es comme ça, t'as la bouche cousue, t'es avec des barres de métal dans ton corps. Les yeux, tu dois voir la peur, Ouais, imagine que tu dois rien remonter dire, le tu truc, l'aides, genre. enfin, C'est horrible. Oui. tu dois voir que la personne elle est en paix. Et maintenant, c'est au tour de Camille. Bon, alors moi, mon histoire, elle est un peu dans le même style que la première, du coup, sur la chaîne de Dylan.
pour remettre un peu dans le contexte, j'ai grandi dans une maison de mes 3 ans à mes 8 ans, mais une maison, c'est un labyrinthe. Mais c'est une vieille maison, mais j'ai toujours grandi dedans avec ma famille. C'est du parquet, ça grince, mais on reconnaît un peu qui va monter les escaliers, voilà, j'ai toujours été habituée au bruit de cette maison. Bon, mes parents se sont séparés, j'ai déménagé et un jour, j'ai dû retourner vivre dans cette maison. J'avais 13-14 ans, donc bon, jusque-là, tout va bien. Je vis toute seule là-bas avec mon papa, etc. Et un jour, donc tout se passait bien encore une fois, hein, j'allais au collège à l'époque. J'allais au collège, je faisais ma vie, une routine classique, quoi. Et je sais pas, j'ai commencé pareil à avoir un malaise. Je me sentais de moins en moins à l'aise. Je me sentais tout le temps observée. C'était très bizarre. Même d'aller à la douche, je me sentais pas à l'aise, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait toujours une présence qui m'observait et qui était malsaine. Et mon chat s'est mis à avoir des réactions bizarres, ce qui ne m'a pas du tout rassurée, parce qu'elle était presque à cracher et à feuler. Et en fait, c'est pas très rassurant quand on se dit, bon, je suis là, toute seule, dans une grande maison, parce que vraiment, je crois qu'il y avait 4 étages dans cette maison, déjà, de base. Donc, c'est vraiment une grande maison, une vieille maison. Je suis toute seule, il y a mon chat qui crache, je me sens observée depuis des mois. Pas rassurant. Et dans cette période-là, je crois que je faisais 2 séances par semaine d'orthophoniste. Donc, je savais que il y avait un soir, mon père devait tout le temps venir me récupérer après le boulot. Moi, j'étais déjà rentrée parce qu'il y avait le bus à ce moment-là. Et en fait, il y a un soir, alors ça remonte, mais je me rappelle, je faisais un Musical.ly. Ça remonte à mon TikTok, mais voilà. Et non, mais ça date, hein, vraiment. Hein. Et je fais tranquille, mon TikTok maintenant, mais voilà. Et en fait, j'entends mon père m'appeler. Donc, je me dis, j'ai pas tilté quel jour on est ou l'heure. Je me dis, il doit m'emmener à l'orthophoniste, quoi. J'étais juste en mode, bon, j'ouvre la fenêtre et personne dehors. Mais littéralement, personne. Et là, je me dis, bizarre. Enfin, vraiment, j'ai entendu mon père, c'était clair, c'était vraiment trop fluide pour que, dans ma tête, je me dise, c'est pas possible qu'on m'ait appelé, quoi. Donc là, je me dis bizarre, je regarde l'heure et je vois que mon père, il vient limite tout juste de finir le boulot, quoi, par rapport à l'heure que c'était. En plus, hiver, il fait un peu nuit. Déjà, l'extérieur, ça donne pas envie de sortir. Donc bon, je commence un peu à stresser. J'appelle mon père dès qu'il finit le boulot, je guettais l'heure. Et je l'appelle, je dis oui... tu rentres quand, quoi? Parce que du coup, je stresse, quoi. Je me dis, on m'a appelé, je suis toute seule dans une maison, j'habite dans un village où on doit à peine être 100 habitants. Je me dis, s'il arrive quoi que ce soit, je vous tue. On peut m'enterrer dans le jardin, on me retrouvera jamais. Donc du coup, je me dis, bon, je l'appelle, je dis, ouais, t'as fini plus tôt, tu m'as appelé, t'es quelque part là, quoi. Il me dit, non, je viens seulement de sortir du boulot, là, je rentre dans la voiture, quoi. Je suis là dans pas longtemps, faut juste que j'aille faire 2-3 courses avant et je rentre, quoi. Donc en gros, il était là dans une demi-heure, 40 minutes, quoi. Je me dis, on vient de m'appeler, il y a personne dehors. Il fait nuit, je suis toute seule dans une grande maison. Bon, et mon chat, bizarre, apeuré. Bon, du coup, je suis restée sur le canapé comme ça, à fixer le couloir parce que du coup, c'était une grande pièce avec une arche qui mène au couloir. C'est vraiment les vieilles maisons, limite tu t'as pété le mur pour faire une entrée, quoi. Donc je fixe ce couloir et en attendant que mon père arrive. Mon père arrive, je sens que l'atmosphère est redescendue, donc je me dis bon, je pars me coucher avec mon père. Il était hors de question que je dors toute seule dans ma chambre. Donc je dors avec lui parce que du coup je lui raconte ce qui s'est passé. Il me dit oh c'est rien, t'as du mal à entendre. Bon. Et puis je sens toujours cette atmosphère bizarre, lourde, etc. Et en fait, un jour, je décide d'aller dans le couloir parce qu'il fallait passer dans ce long couloir pour monter dans les escaliers et finir par aller dans ma chambre. Il fallait que j'aille chercher un truc dans ma chambre. Et en fait, j'arrive, donc je sors de mon salon et je me mets face au couloir. Et là, au fond de ce couloir, je vois une lumière blanche, comme s'il y avait quelqu'un de super lumineux, alors que le couloir, il était
c'était foncé, quoi. Il y avait juste la lumière du salon, en fait. Et encore, vu que c'était une toute petite arche, il y a pas non plus... Enfin, ça éclaire pas le grand couloir, quoi. Et là, je vois une forme. Alors, je vois une forme de femme blanche. Alors, c'est un peu bizarre, du coup, parce qu'on connaît l'histoire de la femme blanche, mais bon. Et je vois vraiment une ombre féminine blanche, mais super lumineuse au fond du couloir. Et là, juste, je panique. Donc, je sors de chez moi parce que je me dis juste, je ne veux pas rester là. Et je crois que je suis partie chez une copine le temps que mon père rentre du boulot, tellement que j'étais terrorisée. Et après, j'ai plus revu de forme, mais j'ai toujours senti qu'on m'observait. Il y avait des grincements aussi qui étaient pas pareils. C'était pas des bruits de grincement comme si le plancher était vieux ou si quelqu'un montait. Enfin, c'était pas le bruit familier de la personne que je connaissais qui montait ces escaliers. Donc, honnêtement, je crois que pendant plusieurs mois, jusqu'à qu'on déménage, j'ai dormi avec mon père tellement que j'étais tétanisée. Et en fait, quoi que je faisais, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait une présence qui me suivait. Donc, c'était... Voilà, quand j'allais à la douche, je faisais des douches super rapides. Les soins pour les cheveux, ça passe, il n'y a pas le temps. Et en fait, j'avais trop peur, quoi. Et on a fini par déménager. Mais je me rappellerai toujours de cette forme que j'ai vue lumineuse, de la voix de mon père qui m'appelle alors qu'il n'y a personne dehors. Et mon chat qui a des réactions... Enfin, mon chat était H24 collé à moi et tout le temps méfiant. Même, je la voyais, elle était fatiguée parce qu'elle voulait pas dormir à 100%. Enfin, comme si elle voulait me protéger, quoi, s'il y avait quoi que ce soit. Donc, ça a été... je crois que pendant 5-6 mois, j'ai dû rester dans cette maison. Et après, on a déménagé, mais c'était horrible, quoi. Donc, je ne sais encore pas ce qui s'est passé et c'était quoi. Mais contrairement, du coup, à la première histoire que j'ai racontée, là, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de maléfique. Enfin, l'autre histoire, c'était plus... c'était léger. Je sentais que mon chat avait pas de comportement bizarre. Alors que là, il y avait vraiment tout qui était bizarre. Et cette voix qui m'appelle... Viens jouer avec moi. C'est toi qui t'appelle, ouais. Quelle horreur! Ça tombait pas au bon moment. Ça m'a Bien foutu... tombé, celui-là. Je me dis, est-ce que j'ai mis le son et là... Ça m'a fait un coup de stress. Parce que c'est vrai que d'habitude, quand je raconte ça, ça me donne envie de pleurer tellement que ça m'a traumatisée, mais... Il y a Viviane qui a roulé le couteau dans la plaie avec ses bruits. Je te jure! J'ai une question, est-ce que t'étais fatiguée Non. cette période-là? Non. Parce que Franchement, il m'est j'ai... arrivé un truc un peu similaire, mais moi, j'étais épuisé mentalement. Ah ouais? J'avais ouvert la porte des escaliers là-haut. Ouais. Et il y a une lumière que j'ai vu passer, mais tu sais, genre comme ça, mais en boule, et genre passer d'un coup et plus rien. Et jamais su d'où ça venait et tout. Et je me disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, même, je me demandais si j'avais eu des problèmes aux yeux et tout. Mais j'étais juste épuisé à cette période-là. J'étais tellement épuisé que, genre, quand je prenais le bus le matin, je voyais des silhouettes dans la forêt et tout de fatigue. Ah ouais. C'était beaucoup. Ouais. Non, mais vraiment, genre, je dormais 2-3 heures par nuit. Ah oui, non. 2 ans, tu vois. Non, moi, je dormais, il n'y avait pas de problème. Je me rappelle, j'allais souvent en plus dormir chez des copines. Bon, j'étais pas du genre à être fêtarde non plus. Donc, vraiment, c'était, voilà, tu faisais une soirée de pyjama, à 22h, t'étais couché, quoi. Donc, vraiment, je suis allée dans le couloir et je me vois me figer en voyant cette forme et me dire, c'est pas normal. Et j'avais vraiment l'impression que cette forme m'observait. C'était pas genre juste je vois une lumière. Non, j'avais vraiment l'impression que cette personne me regardait. Et je me suis mis dans mon canapé encore et je fixais le couloir et j'ai attendu et parti. Et après, je me suis dit, allez, je me casse parce que, voilà quoi. T'as pas fait un musical avec elle? Non, elle était pas dans le bon mood. Je me rappelle dans ta maison avec le grand JD. Non, mais franchement, et pourtant, j'ai grandi des années dans cette maison et j'ai jamais eu quoi que ce soit. Entre-temps, il y a personne à part mon père qui continue à vivre seul dans cette maison. Donc, il n'y a jamais eu quelqu'un d'autre. Enfin, il y aurait pu, voilà, je sais pas, on vend ou on loue cette maison. Et entre-temps, il y a eu du passage et du coup, il y a quelque chose. Là, non, c'est vraiment, on a habité là-dedans. Après, je suis venue plus ou moins ici dans la région. Et après, mon père a continué à vivre tout seul pendant des années. Et moi, juste, il y a une année où je suis retournée vivre chez lui et on a du coup habité dans cette maison le temps qu'elle se vende. Et en fait, ça s'est passé, mais ça m'est jamais arrivé de me sentir mal à l'aise dans cette maison. Après, quand on est petit, on a entre 3 et 8 ans, il y a la famille, il y a la vie.
on fait plein de trucs, donc peut-être qu'aussi on se rend moins compte des choses, parce que la maison, elle est vivante, et donc il y a mon frère, il y a ma mère, mon père, on avait des animaux, etc. Donc c'était moins... Mais là, d'être toute seule, il y avait trop des bruits de grincement qui étaient pas... Vraiment comme s'il y avait quelqu'un qui marchait alors qu'il y avait personne. Enfin, et c'était pas... Enfin, on arrive quand même, quand on a l'habitude, à savoir si c'est des grincements de vieillissement ou des grincements de... Il y a quelqu'un qui est en train de monter les escaliers. Et en fait, le truc, c'est que je pouvais même plus dormir dans le noir, quoi. Sauf si, voilà, j'étais pas toute seule dans la pièce et que j'étais avec mon père. Et encore, j'étais tétanisée, j'avais limite une veilleuse, quoi. Et si je devais dormir dans ma chambre, je devais tout le temps avoir la lumière du couloir allumée. Et pendant franchement, je pense que je restais des minutes et des minutes à fixer comme ça à la porte, à figer, impossible de bouger. Et juste, je tombais de fatigue parce que je voulais pas m'endormir par peur qu'il y ait quelque chose, quoi. Et que j'arrive pas à savoir c'est quoi. Donc, je peux comprendre le côté fatigue, etc. Mais au début que ça m'est arrivé, j'étais loin d'être fatiguée. Enfin, j'étais juste, voilà, une collégienne qui s'amuse, qui fait Musical.ly, entre autres. Voilà, c'était l'époque. Mais non, franchement, impossible de savoir ce qui s'est passé. Et ça m'a traumatisée. Et je ne veux plus jamais retourner dans cette maison. Voilà. Je connais quelqu'un à Saint-Etienne, il y avait des trucs bizarres dans sa maison et tout. Et en fait, en regardant les photos de chez eux et tout, un jour, ils ont vu des trucs, genre des mouvements dans le grenier. Et en fait, ils sont montés au grenier. Il y avait quelqu'un qui s'est installé dans le grenier depuis genre 5 ans. Et qui en fait vivaient quand eux, ils allaient au travail et tout. Et en fait, c'était un squatter, mais c'est juste qu'il avait nulle part où aller, du coup, il vivait là-dedans. Et j'ai travaillé chez beaucoup plus de gens. Bah, alors, ouais, mais. Alors, en vrai, ça, oui, c'est ça. Putain, j'aurais dû lui lancer une Pokéball. Non, mais en plus, ça aurait pu être probable qu'il y ait vraiment quelqu'un, parce qu'en fait, la maison, ça aurait pu être un hôtel, le truc. Non, mais de ouf. Donc, en soi, vu le nombre d'ouvertures qu'il y aurait pu avoir, que quelqu'un vienne. Mais sauf que mon père faisait tellement de travaux dans cette maison pour la vendre que, en fait, tous les étages étaient scrutés. Et en plus de ça, moi, j'aidais mon père, donc on était souvent à y aller parce que de base, le grenier devait être aménagé à l'époque pour moi et mon frère. Donc en vrai, on faisait encore des travaux dedans. Donc on aurait vu quelque chose, quoi. Enfin, au moins un truc qui faisait qu'il y avait peut-être quelqu'un, quoi. Mais là, il n'y avait rien. Mais non, c'était franchement meilleur pour les cache-cache. Hein. Mais par contre, on se faisait défoncer par les parents quand on faisait un cache-cache. Hein, parce que pour nous retrouver, après, on se faisait trucider. Donc, petite histoire qui m'a terrorisée. Et je serais incapable aujourd'hui de regarder des photos de trucs où... Tu sais que je trouve ça dingue, l'histoire de ton père t'appelle, parce que moi, il m'est arrivé exactement la même chose. Ah ouais? Ouais. Mon ancienne maison, c'était le garage en bas. Et à l'étage, c'était toute la pièce à vivre. Tous les chambres. J'ouvre la porte de la cuisine qui descend au garage, donc au rez-de-chaussée, et genre je crie maman et tout, j'ai un truc à te dire, je suis en train de te demander. Et là j'entends ma mère faire oui, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis attends, j'arrive, je mets mes chaussures et tout. Je descends, je cherche parce qu'il y avait une machine à laver, et du coup je savais qu'elle était descendue faire le linge. Et je vois personne. Je dis bon, je pars dans l'autre partie du garage, et j'ai une petite fenêtre qui donne sur la cour. Et donc sur le portail. Et on avait l'habitude de laisser le portail ouvert. Et là, genre, je me balade, je vois ma mère dehors, en train de parler à la voisine. Je me dis bon, ok, bon bah je vais sortir, tu vois. Là, elle finit la discussion hyper rapidement. On rentre et je lui dis ouais et tout, je t'ai appelé, ça fait longtemps que t'es dehors. Elle me dit bah ouais, ça fait genre 30 minutes que je suis en train de parler avec elle. Et j'étais en mode, mais tu m'as répondu quand je t'ai appelé, j'ai crié maman. Et c'est tu m'as horrible. répondu, tu m'as dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a fait bah non, j'étais dehors. Melvin, es-tu prêt à raconter ton histoire? Oui. Je vais vous parler d'une histoire de train fantôme. D'abord, je vais commencer par vous présenter Mia. Mia, elle a 22 ans. Elle est en études supérieures, en études de communication. Et sa vie, elle est quand même bien remplie. Ses études lui prennent beaucoup de temps. En plus, à côté de ça, elle a des petits boulots. Du coup, elle est un peu à la limite du craquage. Enfin, du coup, elle en a un peu le ras-le-bol. Et ça tombe bien parce qu'elle a bientôt les vacances
en tout cas des vacances scolaires donc de la fac, qui vont tomber. Et elle a une semaine. Comme la plupart des étudiants ici, je suppose, il n'y a qu'une semaine de vacances, ce qui est chiant. Bon, ceux qui ont 0 ont compati aussi. Elle a prévu de partir du coup avec des amis. Ils ont décidé de partir en vacances en bord de mer. Et Mia, le bord de mer, bah, elle adore. Du coup, ça tombe super bien parce qu'elle a besoin de se décompresser. Elle va se décompresser dans un endroit qu'elle kiffe. Et comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Une semaine, c'est très court. Ils ont relativement bien décompressé, mais la semaine, elle arrive à son terme. Donc, vu qu'ils sont partis assez loin de là où ils étaient tous situés à la base, pour aller en bord de mer, ils ont pris la voiture et là, du coup, ils ont le trajet retour à faire. Sur le trajet retour, il est dit, en tout cas dans l'histoire que j'ai entendue, que Mia, elle était à l'arrière de cette voiture. Son ami, elle écoutait de la musique et les 2 mecs, ils étaient devant. Il y en a un qui conduisait, l'autre qui voilà, faisait GPS ou en tout cas qui discutait. Et la route qu'ils empruntent, elle est assez désertique. Mia, elle voit une station essence par-ci par-là, mais vraiment, il n'y a rien, quoi. C'est vide, c'est pas une autoroute, mais la route déserte. Sauf qu'à un moment, bah, il y a un truc qui va pas. Mia, elle voit une sorte Enfin, elle commence à voir des énormes silhouettes au loin. Et elle voit que c'est des sortes de structures métalliques. Et pour être sûre qu'elle n'est pas folle, bah, elle va demander à ses potes s'ils voient la même chose qu'elle. Bah, heureusement, bah, ses potes, ils voient la même chose qu'elle. Voilà. Du coup, ça la rassure parce qu'elle n'est pas folle. Et en fait, ces énormes structures métalliques, ça ressemble à un espèce de gigantesque parc d'attractions. Mais bizarrement, bah, genre le parc d'attractions, il n'est pas tout allumé, tout beau. C'est tout... Il voit que toutes les attractions sont fermées au loin. Il y a absolument toutes les attractions qui sont fermées. C'est assez vieux. On pourrait voir de la poussière même à 6 km. Et genre, c'est trop bizarre. Mais il n'y a qu'une seule attraction qui est ouverte. Mais vraiment qu'une seule. Toutes les autres sont fermées. C'est un peu tout cassé autour. Et il n'y a que celle-là où il y a un énorme néon qui dit que celle-là, cette attraction précisément, est ouverte. Et comme toute personne normale qui passerait à côté de ce genre de choses, eh ben les potes de Mia, ils se disent « et si on y allait ?» Voilà, comme toute personne normale. Parce que c'est logique, vous passez sur une route déserte, il n'y a absolument rien. Il y a un parc d'attractions qui est complètement défoncé, avec une seule attraction ouverte, qui vous dit « venez », vous y allez. Parce qu'ils voilà. Parce qu'ils se disent surtout que bah, c'est une des dernières occasions, avant un long moment, avant de reprendre leur vie de merde, de passer un bon moment, comme tu dis, et de faire une dernière activité ensemble. Sauf que Mia, bah, elle n'est pas trop chaude de base, elle aime pas... Enfin, elle, dans sa tête, elle est logique, contrairement aux autres. Elle se dit que ça prête pas forcément à bonne chose de voir ça, quoi. C'est pas la meilleure des idées d'y aller. Comme elle veut pas passer pour la rabat-joie de service, bah, elle va faire le mouton et elle va les suivre. Elle va dire « Ok, on y va, on va se garer. » Et puis voilà. Ils se garent, ils ferment tout, ils rentrent dans le parc d'attractions. Ils commencent à se rapprocher de cette seule attraction qui est allumée. Et cette seule attraction qui est allumée avec un grand néon, plein de lumière, c'est ce qui semblerait en tout cas être un train fantôme. Du coup, ils se rapprochent et Mia, elle est vraiment pas fan des trucs d'horreur. Elle se dit, le train fantôme, c'est pas ma cam, mais encore une fois, elle suit ses potes, elle y va. Ils commencent à faire le tour, à regarder, à voir s'il y a possibilité d'entrer, tout ça. Et en fait, ils voient qu'il y a un guichet, une billetterie pour entrer dans le train fantôme. Et à cette billetterie, bah, il y a une vieille dame. C'est bizarre, franchement, il y a un parc d'attractions délabré, il y a une vieille dame à la seule billetterie du seul manège qui est allumé. Bon, ils se posent pas plus de questions que ça. Ils vont à la billetterie. Cette vieille dame, c'est pas la joie non plus, quoi. Elle est pas souriante. Elle est pas là pour accompagner les jeunes, pour leur expliquer, pour dire bonjour. Vraiment, il y a rien. C'est un accueil très désagréable. Et chose bizarre, c'est que elle les invite directement à s'installer dans le train fantôme sans payer. Genre, c'est même pas à compte de l'argent. Ça leur dit installez-vous, voilà. On va lancer la machine. Chose qui est un peu contraignant pour Mia, c'est qu'elle voit que les
différents wagons. Enfin, c'est pas des wagons à plusieurs, c'est que des wagons individuels. Et des wagons les uns à la suite des autres. Et elle va se retrouver au dernier wagon. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 4 wagons qui vont se suivre. Et on va dire que c'est un peu espacé. Enfin, en tout cas, c'est les uns à la suite des autres. On voit un peu. Bonjour à la vieille dame. Et, C'est la dame du guichet. et en gros, c'est un peu espacé, mais on voit devant et derrière. Ses amis vont s'installer sur les wagons de devant et elle aurait quand même préféré se retrouver un peu au milieu, histoire de savoir ce qu'il y a devant et d'être rassurée derrière. Sauf qu'elle est complètement derrière. Donc ça la réjouit pas non plus. Encore une fois, il y a un truc qui lui dit de pas y aller, mais elle suit ses potes. Elle rentre dans le dernier wagon, la vieille dame, juste elle les regarde et elle leur lance un sourire, mais trop bizarre. Genre le sourire, il est assez terrifiant. Au moment où elle sourit, elle appuie sur le bouton, il y a tout qui s'allume et la machine, elle démarre d'un coup. Les wagonnets, ils partent, le train fantôme commence. Dès que les wagonnets, ils partent, ça tremble, il y a de la poussière de partout, c'est impossible de respirer sans soulever de la poussière et sans choper limite une maladie. Un train fantôme, c'est supposé faire peur, à l'instar d'une maison hantée. Sauf que là, c'est pas du tout le cas. Les premières figures qui voient arriver, c'est des squelettes en plastique, des fantômes pendus par des cordes, donc vraiment ça fait pas peur. Mia, elle commence un peu à être rassurée parce qu'elle s'est dit que ça allait vraiment la terrifier et qu'elle allait pas passer un bon moment plus que ça. Mais là, elle commence à être un peu soulagée parce qu'elle se dit « Bon, en vrai, c'est cool, ça fait pas si peur que ça ». Puis, au fur et à mesure, ça avance, les décors sont de plus en plus nuls, à tel point qu'ils commencent à rigoler. Genre, ils se foutent de la gueule de l'attraction. Ils s'en moquent complètement. Ça avance, Mia, elle est de plus en plus rassurée. Voilà, c'est un bon moment, ils rigolent tous. Ils se moquent, haha, regarde lui, le clown, il est mal fait. Le fantôme, on voit la ficelle. Il y a même des espèces d'armures de chevalier à des moments qui sont complètement fracassées, cabossées. Alors vraiment, il a du vécu, ce train fantôme. Il rentre dans une nouvelle pièce où les wagonnets les amènent. En fait, cette pièce-là, elle est vraiment encore plus nulle que toutes les autres. Sauf que, à un moment, Mia, elle se commence encore à se demander pourquoi c'est le seul manège allumé, pourquoi la guichetière n'a pas demandé d'argent. Franchement, toute personne normale se dirait un truc qui cloche. Et en fait, quand elle se pose cette question, il y a un shutdown de la lumière. Plus rien, c'est le noir complet. Et il y a même du coup un bruit de générateur qui s'est arrêté. Mia, elle se retrouve dans le noir, complètement affolée. Elle se dit que c'est pas grave, la lumière va bientôt se rallumer et que ça va repartir, que ses amis sont toujours là. Ils continuent un peu à rigoler d'ailleurs dans le noir, mais à un moment en fait, il n'y a plus de rire, juste le silence. Mia, elle va entendre 3 choses. Un premier cri, un deuxième et un troisième. Il y a eu 3 cris pendant que la lumière était éteinte. Ça terrifie Mia, qui est limite en boule dans son wagon. Elle essaye encore de rationaliser en se disant que ça va, ça fait partie de l'attraction. Il y a des trucs qui ont enfin fait peur. Et tout ce qu'il y avait avant, c'était pour faire prendre la confiance et ensuite faire peur aux clients. Et que c'est forcément quelqu'un qui est venu les toucher pendant que la lumière était éteinte pour les faire sursauter. Du coup, elle se dit que c'est une blague. La lumière se rallume après ces 3 cris. Du coup, elle est rassurée parce que ça y est, elle qui aime pas être dans le noir, elle aime pas ça au même titre que l'horreur. Elle se retrouve soulagée de enfin retrouver la lumière. Mais elle va vite déchanter quand elle va voir que devant elle, les 3 wagons, ils sont vides. 3 wagons où il y avait ses amis. Elle se dit que non, c'est pas possible. Enfin, là, elle est complètement terrifiée. Elle est encore plus roulée en boule dans son wagon, tétanisée. Malgré ça, elle essaie encore de rationaliser en se disant que c'est ses amis qui font une blague, qui sont sortis parce qu'il y a eu la panne et qu'ils se sont dit qu'ils n'allaient pas la prévenir parce que ça ferait une bonne blague pour elle, parce qu'ils savent qu'elle aime pas les histoires d'horreur et tout ce qui fait peur en général. Après la lumière, c'est le train fantôme qui redémarre. Les wagons continuent à avancer. Et en fait, il est raconté que plus elle avançait après ça, plus les décors semblaient réalistes et la fin du manège terrifiante. C'est-à-dire que ça s'est amélioré à la fin et ça lui faisait un peu plus peur, c'était plus drôle du tout comme au début. Elle arrive à sortir, elle a très peur, mais après avoir vécu ça, t'as envie de sortir du wagon très vite. Du coup, elle sort, elle hurle à la mort pour retrouver ses amis, ils sont pas là. Elle a déjà hurlé dans le train fantôme pour savoir où ils étaient passés, il n'y avait aucune réponse. Là, elle se retrouve dehors, avec des attractions délabrées autour d'elle. Il n'y a personne.
Personne qui lui répond. Elle fait le tour, elle crie, elle court partout, revient même à la billetterie où il n'y a personne. La billetterie, la vieille dame n'est plus là. Le manège continue à tourner, enfin en tout cas, continue à y avoir de la lumière. Elle ne sait plus quoi faire, enfin si, elle sait faire qu'une chose, c'est qu'elle prend ses jambes à son cou, elle court le plus vite possible à la station-service la plus proche, mais quand elle arrive à cette station-service, elle va voir le caissier, elle est à bout de souffle, tétanisée, elle essaie d'expliquer tant bien que mal au caissier ce qui est arrivé, et au moment où en fait elle évoque ce parc d'attractions, le caissier il comprend pas. Et elle, sa réaction, elle est encore plus terrifiée, en tout cas ce qu'il va dire, c'est que ce parc d'attractions, il est fermé depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il n'est pas en état de marche, ça fait 3 ans qu'il est condamné, 3 ans où normalement on ne devrait plus rien avoir de ce parc d'attractions. Mia, elle comprend pas, elle explique encore que avec ses amis, ils y sont allés, ils ont fait un tour de train fantôme, qu'ils ont disparu, et Mia, tout ce qu'elle veut, elle s'en fout du parc d'attractions, elle veut retrouver ses amis. Elle sait pas où ils sont, et franchement, ça commence à l'inquiéter. Du coup, le caissier, il va donner le téléphone, enfin en tout cas, pour appeler la police. La police locale, elle rapplique. Au début, elle croit pas, la police croit pas à Mia. Quand elle raconte ça, ils se disent forcément que c'est des jeunes qui font un canular, ou en tout cas, pareil que, enfin, même réflexion qu'elle, qui ont fait une blague, qui sont partis, qui se sont cachés quelque part, et qui vont revenir. Mais pareil, au moment de l'évocation du parc d'attractions, ils sont beaucoup moins sereins et ils commencent beaucoup plus à s'intéresser et à prendre Mia au sérieux sur son histoire. Donc, ils décident d'aller au parc d'attractions. Enfin, la police laisse Mia ici parce qu'elle est en état de choc et ils disent qu'ils vont aller faire un tour dans le parc pour voir si ils trouvent pas quelque chose concernant les amis ou quoi que ce soit. Non, rien. Manège fermé, tous cette fois. Il n'y a plus rien. Et franchement, l'ambiance est glauque. Il n'y a aucune trace des jeunes, aucune trace d'une vieille dame. Ils reviennent. Mia, quand elle apprend ça, elle est encore plus déconfite. Elle sait vraiment plus quoi faire. La police, elle va prendre le numéro de Mia pour la contacter ultérieurement s'ils ont des informations sur la suite des événements, s'ils arrivent à retrouver ses amis, s'ils ont besoin d'informations ou quoi par la suite. À tel point que, en fait, leur disparition, elle va être vraiment pas médiatisée non plus, mais va y avoir des affiches dans les rues, va y avoir des avis de recherche concernant ces 3 jeunes qui ont disparu. Donc il y a vraiment une recherche active. Ces jeunes-là, ils ont disparu. Mia, après ça, elle n'est pas retournée en cours, elle dort plus, elle mange plus, elle s'inquiète énormément pour ses amis. C'était vraiment sa deuxième famille, et enfin, même perdre un ami de base, c'est compliqué. Là, elle en a perdu 3 d'un coup. Jusqu'au jour où, en fait, Mia, elle va recevoir un coup de fil de la police qui va surprendre Mia. Et en fait, la police, enfin, en tout cas, le policier qui est au bout du fil va lui dire de venir directement le voir pour lui dire ce qu'il veut, parce qu'il y a potentiellement un truc. En fait, ils ont des informations en plus et il faut que Mia, elle vienne. Quand Mia, elle arrive au poste, elle voit dans les yeux de l'agent qui l'a contacté qu'il y a un truc qui cloche. Et l'information qu'elle va recevoir, elle va être horrifique. Genre vraiment, c'est terrifiant. Ils ont réussi à retrouver ses amis. Ses amis, ils ont été retrouvés dans ce même train fantôme. Sa meilleure amie a été retrouvée dans un déguisement de Pierrot, avec une larme dessinée sur la joue, dans le train fantôme. Son deuxième ami a été retrouvé dans un déguisement de clown, avec une perruque rouge et un sourire rouge à l'envers, dessiné sur la bouche. Et son troisième ami a été retrouvé dans une armure de chevalier, complètement cabossée. Les 3, ils sont desséchés, ils ont pas dû boire d'eau depuis des jours, ils sont probablement aussi affamés, on leur a potentiellement mis des substances, enfin en tout cas administré des substances bizarres, on ne sait pas trop ce que c'est. Et Mia, elle veut absolument voir ses amis. Malheureusement, ils doivent d'abord être transportés à l'hôpital pour les soigner, qui sont complètement desséchés, déshydratés, ils sont affamés, et on ne sait pas encore ce qu'il y a dans leur sang qui aurait été administré. Mia, enfin, c'est pas ça non plus qui va... Enfin, ça la réconforte grandement d'avoir retrouvé ses 3 amis, mais ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'il y a encore cette histoire de vieille dame, on ne sait pas où elle est. Plusieurs semaines plus tard, Mia est recontactée. On va lui donner des nouvelles informations, et ces informations, elles vont tellement choquer Mia qu'il est rapporté qu'elle a même failli tomber dans les pommes au moment de la révélation de ces informations. La vieille dame a donc été retrouvée, au même titre que son mari. Ils ont tous les 2 été arrêtés. En fait, il est raconté que la vieille dame et le mari avaient fait subir ça à ses 3 amis, pour la raison suivante, c'est que 3 années auparavant, du coup, le parc avait bel et bien été fermé, enfin en tout cas avait pour but de fermer. Et en fait, il y avait des jeunes, déjà à cette époque-là, qui
avaient entendu cette rumeur et s'étaient dit que ce serait marrant d'aller tout casser dedans. Ils ont décidé de tout péter, ce qui expliquait l'état lamentable du parc d'attractions. En fait, oui, le parc allait fermer, mais les 2 forains, ils avaient prévu de repartir dans une autre ville et de refaire le parc d'attractions dans une autre ville. Il allait fermer, mais pas définitivement. Sauf que là, les jeunes, ils ont tellement fait de dégâts que leur vie, elle était ruinée. Il n'y avait plus rien d'exploitable, ils ne pouvaient plus faire tourner les attractions. La foraine et son mari, ils avaient juré de se venger. En fait, dès qu'ils ont vu Mia et ses amis arriver, ils les ont pris pour cible en pensant que c'était ce qui explique. Mia était la seule et parce qu'au moment des dégâts, il n'y avait que 3 jeunes. Ils se sont seulement pris aux 3 premiers. Mia, à la base, elle n'était pas rassurée de finir dans le dernier wagon. C'est peut-être ce qui lui a sauvé la vie, contrairement à ses amis. Ils ont été retrouvés parce qu'ils ont fait une connerie, c'est qu'ils avaient, là je viens de revoir mes notes, ils avaient rallumé leur manège et la police qui passait par là est passée devant le manège et en fait a entendu des cris étouffés d'un des amis de Mia. Et imaginez si le manège n'était pas rallumé, si un des amis n'étouffait pas à ce moment-là, jamais le policier passait pas par là. Mia, elle leur dit que ses amis ont été capturés dans le manège et ils n'ont pas fouillé dedans. Si, ils ont fouillé le manège, ils n'ont rien trouvé. Ah oui, d'accord. En fait, je pense qu'ils sont partis, ils les ont séquestrés, ils les ont déguisés, après ils les ont ramenés. Ouais, en mode ça va compléter le manège pour que ça soit plus réaliste parce qu'au final c'est des vraies personnes et elles sont probablement droguées à pas pouvoir réagir. Oui. Et du coup ils attendaient peut-être d'autres signes en se disant du coup peut-être que le manège il va repartir parce que ça va être de plus en plus réaliste. À la base, non, c'était juste vraiment pour se venger des 3 jeunes qui avaient cassé leur truc. Pourquoi ils auraient rallumé le manège si c'est pas dans l'intention d'attirer quelqu'un? Ils avaient peut-être pris goût à la fin. Peut-être qu'ils voulaient pas, peut-être qu'ils n'ont pas confondu les 3 jeunes, mais qu'ils ont développé une haine des jeunes à cause des jeunes qui sont blessés. Mais en tout cas, ils ont pris les 3 premiers et Mia, elle a survécu parce qu'elle était dans le dernier wagon. Ouais, peut-être qu'au début c'était dans cette attention qu'ils ont tellement aimé séquestrer qu'ils se sont dit on va continuer et on va rallumer le manège. Mais en tout cas, ils pensaient que c'était les 3 jeunes qui avaient... Enfin, il a rapporté qu'en tout cas, ils pensaient que c'était les 3 jeunes qui avaient tabassé leur... Des vieux forains. Les enfants, on va passer à l'histoire de Léa. Mon histoire s'appelle Le visiteur de 4h44. Alors tout d'abord, c'est une creepypasta. Je tiens à préciser que ce n'est pas vrai. Tout commence à Tokyo, vers 2006. Un étudiant en design nommé Haru partage sur un forum qu'il se réveille chaque nuit à 4h44, sans raison apparente. Toujours à la même minute, pas d'insomnie, pas de bruit, simplement son téléphone qui affiche 4h44. Et il a la sensation qu'on l'observe aussi. Les membres du forum se moquent gentiment de lui jusqu'à ce qu'il poste une photo. Sur l'écran de son réveil, on distingue dans le reflet quelque chose d'obscur derrière lui, juste dans le coin du mur. Le phénomène devient viral au Japon. Des centaines d'utilisateurs racontent se réveiller à 4h44 après avoir lu son thread. Et certains disent avoir reçu, à cette heure exacte, un appel sans son, un souffle faible, parfois un chuchotement presque inaudible. 3 semaines après son dernier post, ce jeune homme disparaît. La police entre dans son appartement. Tout est normal, sauf le téléphone, posé sur la table. Sur l'écran figé, une alarme désactivée, 4h44. Et dans la galerie, une dernière photo, le lit vide, et dans le coin de la pièce, une silhouette noire sans visage, penchée juste à la hauteur de l'objectif, comme si elle regardait celui qui regardait. Aujourd'hui encore, on dit que lire ou entendre l'histoire du visiteur peut ouvrir la porte. Pas à cause d'une malédiction, mais parce que ton cerveau l'attend désormais. Il veut vérifier, il veut regarder l'heure. Et si par hasard tu te réveilles cette nuit sans raison et que ton téléphone affiche 4h44, ne bouge pas, ne regarde pas autour de toi, parce que si tu le fais, tu comprendras pourquoi on l'appelle le visiteur. On va se coucher après 4h44. Par contre, il s'est passé un truc encore plus que flippant que toutes les histoires réunies. Il y a eu le son qui a été déclenché très bien. Vous avez entendu le petit soupir à la fin? Oui. Ça ne vient pas de moi. C'est-à-dire qu'à la fin de ce son, il n'y a que le cri de la personne et rien d'autre. Là, il y a eu un soupir.
Il y a vraiment un soupir, mais ça venait. Moi, je sais que j'ai soufflé très fort à un moment donné, mais. C'était féminin. Mais par contre, après, il y a peut-être deux sons qui se sont mis à la suite. Hein. C'est pas possible parce que Non, c'est une il a bande tout préenregistrée. espacé. Ah, donc à chaque fois, c'est les mêmes. Donc c'est 2 fois plus flippant que tout ce qui s'est passé ce soir. C'est vrai, là-bas, j'aime pas l'horreur. Ouais. On fait un papa. Après, plus terrifiant. Vous pensez que c'est la porte de 4h44 qui s'est ouverte? Peut-être. Ça va, c'est 3h du matin. C'est pas non, par contre. C'est Ah là, ça, ouais, ça par contre, Mais- l'histoire. Sachant qu'il y a un peu une part de vrai dans cette histoire, enfin dans cette creepypasta, c'est qu'à un moment au Japon, il y avait beaucoup de jeunes qui témoignaient se réveiller toujours à la même heure, mais sans se concerter, toujours à 4h44. Angoisse. Non, Mathieu, t'avais dit non, Ouija, merde. Non, c'est elle, là, elle a invoqué de la merde. J'ai ouvert la porte. Et toi, depuis que tu l'as écouté, Mais- cette histoire, tu t'es réveillé à 4h44. Ça va. Tu vas regretter ce geste méga fort. On va passer au roi, Oh, wow. au meilleur, au seigneur. Wow. Dylan. Alors, mon histoire, c'est une histoire qui m'est arrivée personnellement. C'est pas un truc paranormal. Ça fait peur, mais c'est surtout qu'en fait, j'ai peur d'en reparler parce que c'est un biais qui me concerne personnellement et j'ai peur que ça redémarre le truc. Vous avez peut-être déjà vécu personnellement la paralysie du sommeil. Oui, non, à main levée. Je sais pas si c'est Justine, paralysie, énormément. mais. Donc, Énormément. Justine, Coco, oui, toi, c'est sûr que c'est ça. Bon, bah. Certain. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Ok. Donc, Jamais, ouais. et tant mieux. Alors, C'est horrible. la paralysie du sommeil, c'est un phénomène où vous dormez. Et en fait, c'est un truc qui est expliqué scientifiquement. La partie de la vision et du coup des rêves et tout est éveillée en même temps, mais pas la partie des mouvements. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez plus bouger, mais vous avez encore des trucs de rêve qui arrivent et tout. Soit. Moi, je commence à avoir des terreurs nocturnes qui sont atroces. Je suis dans mon lit, je m'endors, et d'un coup, un gros bruit. Un espèce de oh, comme ça. Mais vraiment, genre oh. Et en fait, plus ça passe, plus je me dis pitié, 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 pitié. Plus le son se rapproche et est fort. Alors ça passe d'un petit oh à oh, comme ça de plus en plus et crescendo. Vraiment, ça monte. Jusqu'au moment où, genre, au pied de mon lit, une silhouette grande, mais grande, 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 noire, une grosse silhouette noire avec des croix sur les yeux, rouges. Et hop, ça s'arrête. Tu te réveilles, tu te dis putain, encore une terreur nocturne. Première fois que ça t'arrive, c'est horrible. Deuxième fois, je me rendors. Et ça me refait pareil, dans la même nuit. Et ça me fait ça 3-4 fois d'affilée jusqu'à ce que je tombe d'épuisement et que c'est presque impossible que je me relève. Et je vis ça pendant, allez, facilement 2 mois. 2 mois où j'en parle à personne. Je commence à me dire c'est bizarre parce que les terreurs nocturnes, la plupart des gens disent qu'il leur arrive des trucs, mais c'est rarement la même chose. Sauf que moi, c'est tout le temps la même entité et le même scénario quoi, qui se passe. Et un jour, je suis du coup au self avec Nathan. Et je décide d'en parler à Nathan parce que je me dis bon, à un moment, il faut que j'en parle à quelqu'un. En plus, je suis éclaté. Et Nathan, il dit putain, mais t'as l'air mort. Du coup, je dis ouais, parce que ça. Et du coup, le soir même, je vais me coucher et rebelote. Le et comme ça, et hyper crescendo. Sauf que cette fois-ci, au pied de mon lit, Nathan et l'homme derrière lui qui égorge Nathan. Je me réveille. Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que en fait, depuis le début, je ne fais pas une paralysie du sommeil, mais est-ce que c'est juste un démon, tu vois? Et qu'en fait, j'ai fait une connerie en parlant à Nathan. J'envoie un message à Nathan. C'était les semaines Covid. Pour savoir, les semaines Covid, toute une partie du lycée était là une semaine et la semaine d'après, ils étaient en distanciel et c'était l'autre équipe qui vient. Sauf que moi, j'étais en pro. Donc, on était là toutes les semaines. Du coup, je vois Nathan au lycée et la semaine d'après, c'est la semaine où, voilà, pas de réponse de Nathan de tout le week-end. Voilà. Le lundi, j'arrive, pas Nathan, pas de réponse. J'ai dû attendre le mercredi pour avoir une réponse de Nathan et me dire putain, j'ai pas buté mon pote à cause d'un démon. Et après, il m'est arrivé encore ce rêve plusieurs fois. Et du jour au lendemain, plus rien. Et c'est toujours Nathan après? Non, après, à chaque fois, il n'y avait plus personne. Ah, Voilà. Voilà. ta mère. Et en fait, moi, ça me terrifie d'en parler parce que comme c'est une terreur nocturne et que ça s'est arrêté du jour au lendemain, je me dis, ça peut toujours revenir. Tu l'as toujours dans ta tête, le truc, t'en souviens toujours. Ouais, oui, mais j'y repense pas, tu vois. Genre, sauf dans les événements comme ça. Tu sais ce qui est cool? C'est que maintenant que t'en as parlé à tout le monde, tout Ouais. le monde va se faire buter. Oui, mais aussi bien, j'ai peur justement de parler à beaucoup de gens Tout le monde se fait égorger. et que, tu vois, genre ce soir, je fais une paralysie et que je vois tout le monde devant moi se faire égorger, tu vois. No regrets.
Mais non, mais parce que, en fait, c'est qu'une vision, ça arrive pas pour de vrai, mais c'est terrifiant. Et en plus, après, le fait que. Après, le fait que Nathan ne réponde pas pendant 5 putains de jours. Ah non, mais ça, c'est Nathan, il tire ses couilles. Mais non, parce que moi, souvent, il ça m'a fait 9 ans, il est mort, Nathan. Ah, pardon, excuse-moi. Ça fait 25 ans qu'on l'a pas vu. Ça ne m'est pas arrivé il y a 9 ans, donc voilà. Mais la dernière fois, il m'a envoyé un message, il s'était réveillé à 14h44. Mais voilà, du coup, c'était mon histoire. Big up Nathan. Et voilà, ouais, bah, salut Nathan. Lui, il le sait parce que j'en ai déjà parlé, du coup. T'en avais parlé à l'époque, en 2021. Ouais, j'en ai déjà parlé après, du coup, de l'histoire une fois que c'était passé, quoi. Le résultat attend aujourd'hui. Oui. Malheureusement, elle ne peut plus venir. Parce qu'il est mort. Des années. Ah oui, il faut savoir un truc aussi que je rajoute, mais j'avais peur de dormir, du coup. Vraiment, Mais oui. j'avais développé une phobie du sommeil pendant 2-3 mois. Mais non, mais c'est vraiment... Mais je comprends. Parce que, en fait, comme t'as cette terreur de te dire « Putain, si ça réarrive », c'est horrible. Donc, en fait, tu ne veux juste plus dormir. Et du coup, tu trouves tous les moyens pour rester éveillé pour pas voir ça, quoi. Ok, bah on peut passer à la prochaine histoire de la fabuleuse et magnifique moi. Ça s'appelle La cabane au fond des bois. C'était un vendredi soir, il y avait une bande d'amis qui voulaient faire un camping, enfin qui voulaient camper et tout pour le week-end, faire une soirée camping. Sauf que bah en fait ils voulaient faire la soirée dans un endroit où il y avait personne, où c'était plutôt isolé, hors des sentiers battus. Du coup, ils repèrent sur une carte une sorte de clairière dans une forêt. Donc, ils décident d'y aller. Ils arrivent à peu près au coucher du soleil. Donc, début de soirée. Truc banal, hein. Ils mettent la tente, ils rangent leurs affaires, commencent à faire le feu. Sauf qu'il y a un détail qui les a rendus un peu perplexes. Il y avait une cabane, donc au bord de la clairière, à peu près 30 mètres d'ici, enfin de là où ils campaient. Sauf que bah, cette cabane, elle n'était pas sur la carte et elle était abandonnée. C'est-à-dire qu'elle était vieille, les portes toutes pétées, les plafonds pareils. Il y avait des feuilles mortes qui bouchaient les trous de la cheminée et tout. Donc ils sont pas hyper rassurés, mais il y en a quand même un qui propose, bah vas-y, on va vérifier quoi. Vas-y, il y a personne, on y va, ça peut être fun, ça peut être cool. Déjà, quand ils rentrent, la porte elle grince. Mais... Et là, quand ils ouvrent, bah il y a rien à part des meubles tout cassés, des toiles d'araignée et par contre des traces de pas mais qui sont fraîches, qui datent d'il y a pas longtemps. Techniquement ça devrait pas être un problème, mais là où ils commencent à s'inquiéter c'est que bah, c'est un endroit où personne n'y va, où normalement personne ne devrait être présent. Donc ils commencent un peu à être hyper bien, il y a une petite tension etc, bien qu'ils essayent de faire des blagues, de rire, enfin pour apaiser un peu cette tension. Donc ils retournent au campement. La nuit elle défile. Et à peu près vers minuit, ils se racontent des histoires d'horreur autour d'un feu de camp, etc. D'un coup, ils entendent en fait le téléphone sonner. Donc là, bah, ils répondent, sauf que c'était un appel inconnu. On entendait juste un souffle, puis une voix un peu rock qui dit « Vous ne devriez pas être ici ». Et du coup, bah, ils flippent un peu. Du coup, ils raccrochent et ils restent blottis contre le feu parce que bah, forcément, ils ont eu un appel comme ça, mais ils laissent un peu passer. Sauf que quelques minutes plus tard... Attends, alors celle-ci vraiment... Là, quelques minutes plus tard, vraiment pas longtemps après, ils entendent un bruit sourd, comme un craquement. Du coup, ils décident d'allumer la lampe torche parce qu'ils ne voyaient rien. Et là, au loin, entre deux troncs, un grand homme, une grande silhouette noire. Ça, il faisait penser un peu à un homme, enfin quelqu'un de normal. Sauf que là où c'était un peu étrange, un peu dérangeant, c'est que ses yeux brillaient. Littéralement brillaient dans le noir. Et en plus, bah, forcément, il les observait, donc 2 fois plus flippant. Donc il... Bah Ta mère! Je t'ai dit que j'allais te venger. Donc ils passent la soirée et ils finissent du coup par aller dormir dans la tente. Sauf que pareil, ils entendent des bruits, mais comme cette fois-ci des pas qui tournent un peu autour de la tente, qui tournent autour d'eux. Plus des bruits d'ongles qui, sur le tissu, les... Donc ils flippent et tout, et finalement ils se disent bon, c'est pas possible cette situation, faut qu'on se casse. Du coup ils prennent leurs affaires et tout, et ils partent en courant en direction de leur voiture.
Le problème, c'est que pendant leur super course, la forêt devient étrange. Comme si, en fait, les arbres, les buissons, etc., étaient un peu denses, étroits. Et c'est comme si, en fait, ils changeaient pas d'endroit. Peu importe où ils couraient, ils retombaient sur leurs pas. À un moment donné, ils s'arrêtent, ils se retournent et ils revoient de nouveau cette cabane. Sauf dans la logique, après leur petite course de 5-10 minutes, etc., à fuir, la cabane ne devrait plus être présente. Sauf que cette fois, la porte était grande ouverte. Du coup, malheureusement, ils savaient pas trop quoi faire. Du coup, le seul choix qu'ils se sont dit, on va rentrer. Ils rentrent dans cette cabane et pareil, des traces de pas qui se dirigent au fond de cette cabane-là. Et au milieu, il y avait une sorte un peu comme de journal. Ils regardent ce journal, il y avait des dizaines et des milliers de noms, mais les derniers noms, c'était les leurs. Il y a eu un craquement sourd, ils se sont retournés, la silhouette était près d'eux. On pouvait distinguer, ils avaient le visage vide, défiguré. Ils ont pris peur. Heureusement, ils ont eu le temps de s'enfuir. Mais lorsqu'ils sont arrivés à leur voiture, ils se sont retournés. La cabane avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. En vrai, c'est carrément un truc pour les rêver. Genre, on se dit, on va faire un camping dans la forêt. Non. Et là. Si, large. La seule chose qui peut nous arriver, c'est une salle de sanglier qui nous fonce dessus. Ouais, c'est arrivé ça. On va aller dans un parc d'attractions complètement désert aussi. Ouais, c'est ça, les tu vois, araignées, sont logiques. à 4h44. Voilà. Puis après, on se retrouve dans une petite Avec des auberge. Non mais genre en vrai on pourrait faire du camping et genre à un moment on se rend compte il y a une cabane là-bas et tout et on se dit bon on s'en fout on y va. Nous passons à la fabuleuse et fantastique. Moi, mon histoire, c'est une légende qui est assez connue, mais je la trouve quand même intéressante parce que je pense qu'on l'a un peu oubliée. Je vais vous raconter la légende du fantôme de l'opéra. On se retrouve à Paris en 1862. On a une jeune danseuse étoile qui s'appelle Emma Livry qui danse à l'opéra Le Pelletier à l'époque. Malheureusement, il y a un accident tragique. Elle perd la vie pendant une répétition. À l'époque, la lumière des théâtres, des opéras, etc. se faisait avec des lampes à gaz. Et donc, du coup, on avait une rampe devant la scène de lampes à gaz. Et donc, du coup, malheureusement, son tutu, il a pris feu. La brûlant énormément, ça a fait qu'elle a agonisé pendant 8 longs mois avant de succomber à ses blessures et de laisser derrière elle son fils unique, Ernest. Ernest, il commence pas très bien dans la vie, on va pas se mentir. Mais en grandissant, il va se prendre de passion pour le piano et il va finir par devenir pianiste dans le même opéra. En 1873, il va rencontrer une jeune danseuse. Il va tomber amoureux et ils vont vite se fiancer. Mais malheureusement, le système d'éclairage n'a pas changé. Donc, nouvel incident et nouvel incendie pendant une répétition, encore une fois. Cette fois-ci, du coup, on a un pompier qui perd la vie en essayant de sauver les danseurs. Et on a également cette jeune danseuse fiancée à Ernest qui perd la vie. Ernest, lui, il a un petit peu plus de chance dans cet accident. Il va réussir à se réfugier au sous-sol de l'opéra, mais il a quand même une grande partie du visage brûlé. Et il survit quand même. Il survit, mais bizarrement, l'opéra, lui, il survit pas. Il va succomber aux flammes, et 2 années plus tard, en 1875, il va être rebâti et nommé l'Opéra Garnier, qu'on connaît aujourd'hui. À partir de ce moment-là, il n'y a pas eu trop de drames. Le dernier qu'on a eu, c'était en 1896, et c'était le lustre de l'Opéra Garnier qui est tombé sur un spectateur et qui l'a tué. On ne sait pas trop expliquer ça. Bon, c'est quand même explicable. C'est un accident tout bête. Mais certains disent que c'est peut-être le fantôme de Ernest qui a créé cet accident à cause de la peine qu'il a toujours en lui. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu des chercheurs qui ont cherché pendant longtemps le corps d'Ernest pour essayer de savoir comment il est mort, quand est-ce qu'il est mort, etc. Et on n'a jamais retrouvé son corps. Aucune trace de lui. Personne ne l'a vu sortir du bâtiment. On ne sait pas où il est passé, on ne sait pas comment il est mort, quand est-ce qu'il est mort, même si il est mort. Et encore aujourd'hui, les employés de l'opéra disent parfois entendre des cris, des pleurs ou du piano venant de la loge numéro 5, la loge d'Ernest. Certains disent même apercevoir la nuit dans les couloirs une ombre d'un homme avec la moitié du visage défiguré, errant, en peine, sans but. Donc c'est une histoire qui a inspiré pas mal d'œuvres, de livres, comédies musicales aussi. Du coup, la théorie, c'est qu'il s'est fait brûler le visage dans le sous-sol, qu'il a remonté, qu'il se balade encore dans l'opéra. Exactement. C'est son fantôme, Mais on n'a pas retrouvé son corps. Mais par exemple, une histoire comme ça de fantôme liée à un lieu, entre guillemets, qui est vraiment genre captable et expliqué, enfin montré, à l'époque, dans les Grands Prix de Formule 1,
on avait des circuits qui étaient vieux et qui ont changé avec le temps. Et je sais plus sur quel circuit, je pourrais plus vous dire, mais à l'époque, la sécurité est plus qu'elle était. Du coup, il y a beaucoup de gens qui mouraient sur ce genre de circuit. Et en fait, dans les grands prix actuels, maintenant, on a des panneaux qui affichent les temps des pilotes. C'est un truc qui arrivait avec le temps. Et un jour, il y a un grand prix où on voit un chrono qui apparaît, mais on ne sait pas à quel pilote il appartient. Un chrono supplémentaire. Genre tous les pilotes passent, mais il y a un chrono en plus. Ce qui n'a aucun sens, parce que c'est des trucs qui sont réglés avec les voitures et tout. D'abord, on pense à un bug. Mais en fait, on se rend compte que les chronos, ils correspondent pas au tracé du circuit actuel, mais à l'ancien tracé. Et en fait, on n'a jamais su, et en fait, c'est une légende qu'il y a dans la Formule 1, mais enfin, un truc qu'on peut pas expliquer, qu'on appelle le tour fantôme. Et qu'il y a tout le temps ça, genre. C'est Mario Kart, mais genre rattraper le temps, là, tu sais, t'as ce que t'as réussi, là, ton meilleur score que tu dois poursuivre. Mais en fait, au début, tout le monde pensait à un bug, c'est simple, mais que ça corresponde pile poil au chrono, des chronos de l'époque, sur le tracé de l'époque. Les fantômes à la classe, par contre. Tu vois, il y a... On est une Formule 1, Bastien, peux-tu nous faire l'honneur de clôturer cette soirée terrifiante? L'histoire que je vais vous raconter, elle a un nom, puisqu'elle s'appelle Miss Pac-Man. Je vais vous raconter l'histoire de Alejandra Ikochub, une mère guatémaltaise, donc qui habite au Guatemala, célibataire, mais mère de 3 enfants tout de même, qui vit dans une petite communauté rurale éloignée de la ville. Ça aura son importance. Entre 2015 et 2018, elle rencontre Mario Tout Ical. C'est un homme marié de sa communauté. Les deux se voient régulièrement, ils sont amoureux. C'est pas l'amour fou, mais assez pour qu'elle devienne sa maîtresse. Ils se voient en secret, continuent, Mario, les infidélités pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un jour, sa femme, avec laquelle il est marié du coup, Odilia, Tiul, les surprenne. Étrangement, au moment où elle les surprend, elle n'est pas jalouse. Elle a même pas l'air vraiment dérangée. Au bout de quelques mois de relation, Alejandra, ça la saoule et elle n'arrête pas de se disputer avec Mario puisqu'elle veut mettre au clair la situation. Un jour, ça éclate. Pah! Il la frappe au visage. Choquée, elle hésite à partir de la maison, mais il vient, vous connaissez la chanson, il s'excuse, il dit qu'il va essayer de régler la situation, elle lui pardonne. Les mois avancent, rien ne change. Leur dispute continue. Chaque fois, il la gifle, il s'excuse, elle lui pardonne, mais un jour, la dispute est plus violente que ça. Il la frappe une fois, il lui met un deuxième coup, puis un troisième coup, et il commence à lui mettre un nombre de coups tellement énorme pendant plusieurs minutes qu'elle s'effondre à terre, inconsciente. À son réveil, pour une fois, c'est pas lui qui est là. C'est étrangement sa femme, Odilia, dont je vous ai parlé avant, qui est en train de s'occuper d'elle et qui pense ses blessures. À ce moment-là, elle lui explique que Mario, il a toujours été comme ça, que depuis qu'ils sont mariés, ça fait 10 ans Odilia et Mario qui sont mariés, elle le frappe, sauf qu'elle ne peut pas fuir, puisque au Guatemala, divorcer et devenir veuve, c'est plus mal vu que de frapper sa femme. La loi contre les féminicides et contre les violences faites aux femmes, elle date de 2008 là-bas. Elle a à peine 10 ans. C'est très récent et elle est très peu mise en place, pas correctement en tout cas. Sauf que c'est déjà trop tard aussi pour Alejandra, qui, elle, est déjà de notoriété publique, sa relation avec Mario est déjà de notoriété publique. Donc elle peut plus se barrer. Ce qu'elle décide de faire avec Odilia, c'est de se soutenir stratégiquement pour s'opposer et céder quand Mario s'énerve et pète des câbles, globalement. Sauf que ça devient de plus en plus terrible, les bleus s'accumulent, et la douleur morale de Alejandra devient insupportable. Un jour, alors qu'elle sort, elle rencontre un homme avec un certain charme. Cet homme, elle apprend à faire sa connaissance, son nom est anonyme malheureusement, on ne sait pas qui c'est. Elle discute beaucoup avec lui jusqu'à ce que les deux tombent petit à petit amoureux. Et le 31 octobre 2018, elle prétexte auprès de son mari, enfin de son amant plutôt, Mario, qu'elle va voir sa sœur, et elle sort. Sauf qu'elle va pas voir sa sœur. Elle monte dans un camion dans lequel il y a son amant à elle, du coup, un camion blanc, dans lequel elle cède et elle lui explique tout. Les excès de violence de Mario, l'emprise psychologique qu'il a sur elle, mais aussi l'emprise qu'il a sur sa propre femme. Ce gars-là, il lui dit que ça va le faire, il lui dit de rentrer chez elle, de faire ses affaires, et qu'il se retrouve un peu plus tard pour qu'il la mette en sécurité avec ses 3 enfants. Elle sort du camion, avant ça, ils font leurs petites affaires dans le camion, elle sort du camion, elle rentre chez elle. Mario, il l'attend dans le salon. Il lui redemande ce qu'elle fait, ce qu'elle faisait, cette fois-ci avec insistance. Elle insiste aussi et elle lui répète qu'elle était chez sa sœur. Sauf qu'il sait qu'elle n'était pas chez sa sœur, puisque depuis le début, il l'avait suivie. Il l'espionnait, alors il la plaque sur le lit, il se met sur elle et il regarde ses sous-vêtements.
il voit qu'il n'y en a plus. Il constate qu'elle n'a pas de sous-vêtements et que du coup, elle l'a trompé, entre guillemets. Et dans un excès de rage folle, il saisit sa machette et il commence à lui asséner des coups au visage. Il lui assène tellement de coups au visage qu'il lui coupe le visage en deux jusqu'à la moitié du visage à partir d'ici. Là. Il lui découpe ensuite les mains, qu'il jette dans le coin de la salle, puis il s'enfuit, en prenant conscience de son geste, la laissant baigner dans son sang, alors qu'elle est encore à moitié vivante. Les voisins, qui ont été alertés par les cris, mais qui étaient apeurés, ont attendu que le mari s'en aille pour rentrer dans la maison. En rentrant, ce qu'ils voient, c'est une scène macabre. Le corps de la femme est allongé dans son lit, le visage à moitié coupé. Il reste avec elle pendant sa longue agonie, qui dure une demi-heure, alors qu'elle a le visage à moitié coupé, et qu'elle essaye de respirer et de dire ses propres mots, impossibles à entendre puisqu'elle se noie littéralement dans son propre sang. Les secours, trop éloignés de la zone qui est loin, une zone rurale et dangereuse, arrivent 1 heure plus tard. C'est déjà trop tard. L'homme, Mario, est arrêté 3 jours plus tard, à la frontière mexicaine. Son procès a lieu et sa seule défense est de dire « J'étais furieux, le diable s'est emparé de moi. C'est là que je l'ai tailladé avec une machette. J'étais furieux. Si elle avait porté ses sous-vêtements, je l'aurais pas fait. Mais elle m'a menti et j'étais là avec le diable en moi. C'est pour ça que j'ai agi de cette manière. » Dans les médias, les commentaires sur ce crime sont d'abord ceux de gens dégoûtés, comme vous, comme moi, ou des gens peinés. Sauf que là-bas, la société est très patriarcale. Les commentaires se transforment en une décharge de gens qui légitiment l'acte de l'homme en le justifiant par une crise de jalousie légitime, en disant que sa maîtresse était infidèle, que c'était une putain, sans chercher à remettre en question le contexte de l'époque, le contexte de ce pays, de domination. Au final, il est quand même condamné à 50 ans de prison. Actuellement, il est encore en prison. L'affaire, malheureusement, aurait pu en fait être évitée longtemps à l'avance, puisque sa femme, Odilia, avait déjà porté plainte plusieurs années auparavant, plainte qui n'avait pas été prise en compte par la police, puisque les violences faites aux femmes étaient très peu prises au sérieux. Ce qui a participé à la notoriété de l'histoire, c'est non seulement son caractère violent, mais surtout qu'au moment où elle a été découverte, un des voisins a filmé la scène pour garder les preuves et par peur que la vidéo ne soit pas prise en compte dans le procès, à cause de la corruption qui régnait dans la police. On y voit dedans les voisins entrer dans la maison, la femme agonisante par terre, avec le visage à moitié découpé, qui lui vaudra ce surnom macabre de Miss Pac-Man. Ce qui est horrible aussi, c'est que vraiment tellement de gens du pays ont dit c'est légitime. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a aussi un message un peu derrière l'histoire. Oui, bah bien sûr. Je voulais utiliser l'histoire pour faire passer le message, mais c'est vrai que c'est encore trop peu pris au sérieux. Il y a toute une partie dans le procès après que j'ai pas expliqué, mais en gros il y a eu des problèmes de retard dans le procès, des trucs comme ça. Après, même sans aller au Mexique, c'est même pas pris au sérieux dans des pays comme le nôtre, quoi. Oui, c'est clair. Il y a des histoires comme ça aussi en France, bon pas aussi hardcore. Là c'est juste visuellement gore. Mais juste des femmes qui portent plainte pour violence, c'est qu'il n'y a jamais de suite parce que genre en mode oui mais il n'y a pas de preuves. Si je peux en profiter pour faire un petit disclaimer et dire que si vous êtes victime de violences conjugales, que vous soyez un homme ou une femme, ou de violences tout court d'un membre de la famille ou autre, n'hésitez pas à en parler à des proches, peu importe, et il y a aussi des numéros qui existent.